Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale et les meilleures interviews des hommes politiques et femmes politiques de la semaine. Lundi, nous avons démarré avec Bruno Julliard, le premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a été interrogé sur l'attentat à Paris, dans le quartier de l'Opéra, qui avait eu lieu l'avant-veille. Et le premier adjoint à la maire de Paris a estimé que les forces de l'ordre avaient mené un travail extraordinaire. La France est évidemment une cible privilégiée. Et Paris Paris parce que capitale de la France, Paris aussi parce que très forte valeur symbolique. Et le moins que nous puissions dire, c'est que Paris a payé cher le prix de cette aspiration à la liberté, à la concorde de l'ensemble des communautés qui peuplent notre pays. Et puis la France aussi est une cible particulière parce que à la pointe du combat international contre Daesh. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage au travail extraordinaire qui est mené par les forces de police, la préfecture de police, par le ministère de l'Intérieur, par l'ensemble des forces de renseignement. Parce que si évidemment Paris a été meurtri une fois de plus, un jeune est décédé, c'est à nouveau la jeunesse qui a payé le prix. Il faut tout de même constater et remarquer que le travail des forces de l'ordre est tout à fait exceptionnel. Nous le voyons nous au quotidien en tant qu'élu local, moi en tant qu'élu local parisien, et je peux vous dire que le travail fait par les policiers, par les ils sont intervenus très vite, absolument par les forces de secours, en l'occurrence là les policiers du 3e arrondissement, qui ont permis que le bilan, même s'il est évidemment insupportablement trop lourd avec plusieurs blessés et surtout une personne décédée, il aurait pu être encore plus important s'il n'y avait pas eu cette intervention rapide des forces de l'ordre. Anne Hidalgo a écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander l'aide de l'État. Oui. Alors, pour les migrants, je parle pour la question des migrants, voilà. Oui, je m'attendais à une question plus longue. Notamment, il y a 1500 migrants au port de la Villette. Est-ce que vous demandez à l'État d'intervenir, mais intervenir pourquoi et plusieurs centaines sur le canal Saint-Martin. Pour qu'il y ait des expulsions, pour que les forces de l'ordre fassent une opération, ou vous demandez autre chose? Expliquez-nous. Paris, depuis plusieurs années maintenant, est un lieu de fait, d'accueil de migrants qui viennent de différents pays, notamment d'Afrique subsaharienne, qui fuient des guerres, qui fuient des conflits. Nous avons des milliers de personnes qui ont, au péril de leur vie, souvent, traversé la Méditerranée, parfois l'Europe continentale, pour arriver jusqu'à Paris. Paris n'étant pas toujours d'ailleurs, la France n'étant pas toujours la dernière destination de ces futurs réfugiés, parce qu'une bonne partie deviendra des réfugiés. Nous sommes face à une situation humanitaire, une situation de très grande difficulté sur le territoire parisien. Vous l'avez dit, plus de 1500 personnes dans le nord de Paris, plusieurs centaines le long du canal Saint-Martin, dans des situations il y a eu 2 morts la semaine dernière. Humanitaires, voilà, d'une extrême gravité. C'est un aveu gravité. d'impuissance ou pas qu'elle était créée au Premier ministre? Et je ne dis absolument pas ça, je vais revenir, mais je ne dis absolument pas ça pour défausser la mairie de Paris de ses responsabilités. Mais l'accueil des réfugiés, la prise en charge des migrants lorsqu'ils arrivent sur le territoire et de la lutte contre l'extrême pauvreté, c'est-à-dire des personnes qui sont sans domicile fixe dans la rue, c'est une compétence de l'État. Même si nous faisons ce constat depuis de nombreuses années, la maire de Paris, Anne Hidalgo, nous-mêmes avons mis beaucoup de moyens en place pour permettre un accueil digne de ces personnes. Puis ensuite, une fois qu'elles sont mises à l'abri, de manière inconditionnelle, c'est là qu'il y a un débat entre nous et le gouvernement, de manière inconditionnelle, après chaque situation administrative individuelle, après un bilan sanitaire, souvent il faut remettre un peu sur les rails de la vie ces personnes-là. Après, il y a une étude administrative de chacun des cas. Certains deviendront réfugiés, d'autres seront expulsés. Cette mise à l'abri, elle n'est possible, nous l'avons vécu de manière pragmatique, elle n'est possible que lorsqu'il y a un travail partenarial entre la ville et le gouvernement. C'est la seule chose que nous demandons. Adressez-vous à la justice et derrière on interviendra. Sauf que nous avons l'expérience des dernières années. Pourquoi vous ne faites pas? Nous avons commencé par cela. Lorsqu'il y avait eu, peut-être vous en souvenez, c'était il y a 3 ans je crois maintenant, nous avions eu un campement dans le cœur de Paris, dans le 13e arrondissement, sous la Cité de la Mode et du Design. Un campement, c'était le premier grand campement qui avait marqué les esprits, on en parlait beaucoup plus d'ailleurs dans les médias à l'époque. Nous avions demandé une expulsion. Là, effectivement, par une décision de justice qui, après plusieurs mois, avait été appliquée par les forces de police. C'est l'expulsion qui s'était le plus mal passée de toutes les mises à l'abri qui ont eu lieu les mois d'après. Ce que je n'accepte pas, et je suis heureux de pouvoir vous le redire ce matin, s'il y a besoin de clarifier cela, nous ne souhaitons en aucun cas
que se crée entre le gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la maire de Paris, la mairie de Paris. En aucun cas, nous ne souhaitions nous renvoyer la balle pour essayer de faire porter la responsabilité à autrui. Nous savons que nous ne pouvons régler cette situation que si nous travaillons main dans la main. Nous avons l'expérience, notamment avec le précédent gouvernement, de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Il y a tout de même eu 2 morts récents, notamment suite à des noyades. Nous interpellons le gouvernement depuis plusieurs semaines. La situation est grave. Donc on ne peut pas mettre ce problème dans la poche sous prétexte qu'il y aurait des dissensions entre l'État et la ville de Paris. Mardi, nous recevions Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, aujourd'hui président de l'ONG Leader pour la paix. Sur ce plateau, il a mis en garde contre l'escalade de la tension au Proche-Orient. Nous sommes dans la poursuite d'une guerre qui n'a que trop duré. Ce qui est aujourd'hui désolant, c'est que les initiatives américaines jettent de l'huile sur le feu. Nous sommes dans une situation maintenant où finalement la perspective de 2 États, qui était la perspective de la communauté internationale pour une issue vers la paix, est en train d'être progressivement abandonnée. On voit bien que le souci aujourd'hui majeur pour Israël, c'est la relation avec l'Iran. Tout ceci est assez tragique parce que c'est une situation de guerre civile permanente et que le drame et que la guerre a toutes les horreurs que l'on voit. Vous avez été aux affaires vous-même. Est-ce que vous avez vu une situation aussi tendue depuis longtemps? Quel est votre jugement là-dessus? Je n'ai jamais vu, en 40 ans de vie publique, je n'ai jamais vu une situation aussi dangereuse partout dans le monde. Que ce soit avec, d'une part, le terrorisme, d'autre part, ces États-puissances qui prennent des décisions unilatérales grave, parce que la décision de déplacer l'ambassade américaine, c'est une décision unilatérale, tout comme était unilatérale l'opération sur la Crimée. Donc on a aujourd'hui une sorte d'abandon de la règle de droit international qu'était le multilatéralisme. Alors c'est vrai que l'ONU est faible, c'est vrai qu'on a des structures qui sont fragiles, mais il faut plutôt revivifier, retonifier ces structures plutôt que de continuer à agir comme ça de manière unilatérale. Jean-Pierre Raffarin, vous diriez aujourd'hui que Donald Trump est un danger pour les grands équilibres sur la planète, pour la paix, enfin, je pense que la logique qui est la sienne, c'est-à-dire de reculer en ce qui concerne notre organisation multilatérale, c'est-à-dire le droit international, c'est quelque chose de très dangereux. C'est quand il se retire du financement de l'ONU, quand il veut se retirer de l'UNESCO, il se retire des lieux où on doit dialoguer. Au fond, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, la guerre n'est jamais la solution. Derrière la guerre, il y a l'autre guerre. Et dans ce donc, c'est le dialogue, c'est l'organisation du dialogue qui compte. Pour le dialogue, il faut des tables, il faut se mettre autour de la table. Ça, c'est le multilatéral. Et on voit bien que Donald Trump ne joue pas la carte du multilatéral. Et vous dites que le monde n'a jamais été aussi dangereux donc depuis 40 ans. Aujourd'hui, le principal danger, c'est l'Iran, c'est ce qui se passe moi, je pense que le principal danger, c'est l'affaiblissement du multilatéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le terrorisme d'une part, avec les nouvelles menaces, les cyberattaques, avec les migrations, avec le changement climatique, vous avez le terrorisme d'un côté, les nouvelles menaces de l'autre, et au milieu, le retour des empires, je dirais, le retour des États-puissances qui ont tendance à pratiquer de l'unilatéral, plutôt que de discuter et d'essayer de trouver des solutions ensemble. La réforme des institutions. Oui, la réforme des institutions dont le volet constitutionnel a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Est-ce que, comme Gérard Larcher, vous dites que c'est un affaiblissement du Parlement ? Je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes, en effet, qui sont posés par ce texte. Il y a tout ce qui concerne, en effet, la réforme du Parlement. Moi, je pense que je ne suis pas un intégriste du nombre de parlementaires. S'il faut faire un geste pour montrer à l'opinion publique que la politique est capable de se réformer, faisons-le. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais c'est vrai que quand on demande des réformes à tout le monde, il faudra mieux que la politique aussi fasse ses propres réformes. Donc ça ne me gêne pas sur le principe, à condition qu'on protège des espaces ruraux et que ce ne soit pas des territoires qui soient victimes de cette nouvelle représentation. Non, il y a des sujets. Moi, je suis sur la question de la justice, je suis assez préoccupé. Je trouve que notre justice n'est pas sereine aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'une justice sereine. Quand je vois la justice qui convoque un ancien chef de l'État à 3 h du matin ou qui laisse penser qu'il a passé la nuit en garde à vue, mais que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, on parlait de Nicolas Sarkozy, là. On peut convoquer Nicolas Sarkozy à 9 h, le lâcher à 18 h, le reprendre à 9 h si on veut. La justice, elle doit être calme, elle doit être sereine, elle ne doit pas être agitée, elle ne doit pas être nerveuse, elle ne doit pas être militante. Donc une justice sereine, c'est pour ça que je pense que le parquet, sous l'autorité du garde des Sceaux,
et le siège indépendant, je pense qu'il y a un système qu'il faut protéger. Vous avez été, très vite, Jean-Pierre Raffarin, c'est vous qui avez inscrit la République décentralisée dans la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la décentralisation est en danger, qu'Emmanuel Macron est un président recentralisateur ? Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de décentralisation. Je pense que l'équipe politique a réussi beaucoup de choses. C'est une équipe réformatrice. Il y a des choses qui sont très positives, mais il y a un sujet sur lequel on sent que le pouvoir n'a pas encore trouvé ses marques. C'est les relations avec le territoire, la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Cohésion sociale et cohésion territoriale. La France, c'est quand même du cristal. Ça demande d'être vraiment traité avec une grande sensibilité. Sensibilité sociale, sensibilité territoriale. Et ça, il faut faire attention parce que ça risquerait d'être finalement le point de fragilité d'un système qui se veut réformateur, dynamique et actif, mais qui toucherait le cristal d'un peu trop près. Mercredi, nous recevions Renaud Muselier, le président de la région Sud, Aix-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Interrogé sur plusieurs sujets, il s'est montré très critique à l'égard du gouvernement au sujet des territoires. En ce qui concerne les résultats sur nos terrains, on a de vraies difficultés, nous les présidents de région et les élus locaux, avec nos territoires. On va y revenir. On a une vraie difficulté là, donc je suis très partagé pour la suite. C'est un Premier ministre de droite, pour vous? Est-ce qu'il ne mène pas la politique avec Emmanuel Macron que grande partie des électeurs LR attendaient? Écoutez, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me déplaisent. Je ne sais plus très bien où est la droite ou la gauche dans cette histoire. Vous savez, mais en tant que député européen, je sais que finalement, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Sur la taxe d'habitation, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche? C'est une promesse électorale, ils la tiennent. Combien ça va coûter l'histoire à la sortie et quelles sont les conséquences? Est-ce que quand il nous punit, nous, les régions, les départements et les villes, est-ce qu'il est de droite ou il est de gauche? En tout cas, il punit les territoires. Voilà, donc là-dedans, je suis... En tout cas, il mène une politique qui semble séduire vos électeurs, à la fois sur le fond et sur la forme, avec cette fermeté. Est-ce que du coup, Laurent Wauquiez ne se trompe pas de stratégie en se présentant comme un opposant, un premier opposant? C'est-à-dire que certains lui donnent sa chance, j'en fais partie, mais je suis avec Laurent Wauquiez. Laurent estime qu'il ne va pas réussir. Et donc, il l'annonce très clairement d'entrée. Qui aura raison à la sortie? Je pense que ça sera toujours un peu partagé. Un mot de la réforme de l'apprentissage, Renaud Muselier. Vous avez pris des décisions fortes parce que cette réforme ne vous convient pas, enfin en tout cas le projet de réforme. Vous avez suspendu les investissements, je crois que c'est 120 ou 130 millions d'euros en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez rencontré la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Apparemment, vous êtes sorti satisfait de cette réunion. Elle vous a donné des garanties. Vous l'avez senti à l'écoute. Il y a une question de revenus, de taxes professionnelles. Dans cette réforme, la totalité des présidents de région sont opposés à la réforme. Oui, il y a une sur la question. C'est une recentralisation, c'est la volonté de l'État de nous priver de nos fonctions, de nous laisser des charges complémentaires, de nous priver de nos moyens financiers, en même temps de nous lancer les charges. Dites-moi, on n'est pas le tiroir caisse de l'État, nous. On a des responsabilités, on les paye. On n'a pas les responsabilités, on ne les paye pas, c'est eux qui les payent. Bon. Dans ma région, donc ça c'est au niveau national. Au niveau local, c'est-à-dire dans ma région, j'ai grosso modo, j'ai 63 CFA. Je fais la projection de mes CFA, j'en ai 33 en danger. J'en ai 33 en danger si la loi est appliquée. Donc je regarde ça et je commence à manifester mon courroux. Alors chacun le fait à sa manière. Moi, je le fais de façon... Au moins, on comprend quand je m'exprime. Puis visiblement, ça a marché, elle vous a reçu. Et donc, avec Mme Pénicaud, nous avons eu quelques mots aimables l'un envers l'autre. Et j'ai été très surpris dans ses réponses qu'elle me faisait, où je l'avais attaqué très clairement, qu'elle me donnait des résultats qui ne correspondaient pas à mes chiffres. Donc, nous nous sommes vus. Il y a le dialogue qui compte. Et dans le dialogue, je lui ai sorti mes chiffres, elle m'a sorti les siens, mais ce n'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire, moi, j'en ai 33 en danger, elle me dit qu'il n'y en a que 3 et que même ces 3-là seront compensés dans le cadre de la réforme. Je dis, ben, écoutez, puisque de toute façon, je suis sur une position, vous dans une autre, vous m'envoyez vos experts, on compare nos chiffres et on se fait nos projections et on verra ce qu'il en sortira. C'est pour ça que je suis sorti plutôt content. Parce que moi, ce que je veux, c'est que, comme elle, que l'apprentissage fonctionne. Je me suis fixé comme objectif d'avoir 50 000 apprentis d'ici à la fin du mandat. On est passé de 28 000 à 32 000 en moins de 2 ans et on se retrouve dans une situation où il me casse les reins. Ben, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Sur la réforme de la taxe d'habitation, promesse d'Emmanuel Macron de supprimer cette taxe d'habitation, ça coûtera finalement 26 milliards d'euros selon un rapport parlementaire, au lieu des 10 prévus au début. Est-ce que c'était une promesse de campagne mal préparée et qui va payer? Alors ça c'est la magie Macron. Donc quel lapin va sortir du chapeau? Il a sorti dans la cadre de la campagne électorale quelque chose qui plaît, démagogique. Qui modifie la totalité des structures financières de nos territoires
qui l'a fait élire, peut-être en partie aussi parce que c'est quelque chose qui marchait très bien dans le cadre de la campagne électorale, et qu'il veut appliquer. Eh bien, je veux bien savoir comment il va faire, parce qu'apparemment, c'est impossible à financer. Et donc, il est dans une situation d'une impasse totale, et comme à la sortie, il va bien falloir passer à la caisse, qui va passer à la caisse? Qui compte pas sur les territoires pour le faire, Alors, comme il le fait depuis le départ. Il parle d'une réforme de la fiscalité locale. Est-ce que vous l'espérez ou est-ce que vous la redoutez, cette réforme? Chez eux, je redoute tout quand même, hein, sur le plan financier. Je redoute tout pour une raison très simple, c'est que on assiste avec M. Macron à une recentralisation de la totalité des décisions du pouvoir. Ce que je comprends assez bien, finalement. Il a été élu sur son nom, il n'avait pas de parti, il n'a pas de famille politique, il a des parlementaires qui sont inexpérimentés, il a un gouvernement qui est globalement transparent, sauf 4 ou 5 personnalités. Donc il recentralise tout, et il ne veut en aucun cas s'appuyer sur les territoires. Les régions qui lui ont tendu la main n'ont jamais eu la main serrée. Stéphane Le Foll, député PS de la Sarthe, ancien ministre de l'Agriculture, était invité de Territoire d'Info jeudi, interrogé sur la santé de son parti politique. Il s'avère très critique à son égard. Je dirais qu'il y a un débat qui va s'engager sur l'Europe, puisque ça a été souhaité par Olivier Faure avec Boris Vallaud. Je souhaite... Alors, être au clair, c'est quoi, hein? Oui, il va falloir qu'on soit au clair. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est simplement tout le temps, parce que j'ai encore vu ça il n'y a pas longtemps, dans les remords d'avant, les regrets d'avant, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'on n'a pas fait? Ou est-ce qu'on est capable de construire dans l'Europe d'aujourd'hui, avec les alliés et les partenaires qui sont les nôtres, quelque chose de solide pour l'avenir? C'est ça la question qui est posée. J'en vois encore qui sont tout le temps prêts à revenir à des débats sur les questions européennes qu'on a déjà connus, que j'ai parfaitement connus. 2005, le oui, le non, le traité constitutionnel et tout ça. Non. Le PS qui peut faire, selon les sondages, moins de 10%. Hein, ça vous... Oui, aujourd'hui, on est dans terrible. une situation, il faut d'abord être capable de construire une campagne. Et avec une ligne directrice, c'est politique. Qu'est-ce qu'on veut dire? Comment on fait vivre cette Europe? Pas la faire vivre uniquement avec des grands enjeux ou des grandes règles d'austérité, on doit la faire vivre avec des objectifs en termes d'innovation, en termes d'éducation, en termes de solidarité. Voilà, c'est ça l'enjeu. Faire vivre l'Europe de l'éducation, de la solidarité. C'est ça que je crois être. Il faut être positif. Je suis effaré de voir comment le débat, quelquefois, sur l'Europe, au Parti Socialiste, revient toujours à du négatif. Il faut être positif. C'est pas pour autant qu'il n'y a rien à changer. Au contraire, il y a des choses à changer. On reste sur le PS, Stéphane Oui, Foll, député Nouvelle Gauche de la Sarthe, ancien député ministre. socialiste, parce que Nouvelle Gauche, Voilà. oui, Bon, alors, pour les gens. il faut dire député socialiste. Écoutez, tout le monde me connaît et je crois que c'est mieux de dire que je suis socialiste que Nouvelle Gauche. D'accord. C'est l'appellation quand même du Oui, c'était groupe. ça avait été choisi par Olivier C'est une Faure. mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Moi, j'avais proposé socialiste et démocrate. Voilà. Vous avez l'impression que socialiste, certains, ça devient un mot qui est moins connoté positivement et que certains veulent Non, c'est justement, je pense que Nouvelle Gauche, voilà. C'est quelque chose qui n'identifie personne. On a compris, ça vous plaît pas. Bon. Socialiste, au moins, les gens savent. Êtes-vous pour que le Parti Socialiste, on va vous plaire, participe à la manifestation du 26 mai avec la CGT et la France Insoumise autour de la fameuse convergence des luttes? Je disais tout à l'heure que je ne suis pas sur cette ligne, qui consisterait, après avoir gouverné, à basculer dans une opposition et uniquement à être dans la protestation dans la rue. Mais qui comprendrait ça? Qui comprendrait que l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a vu des manifestations jusque chez lui un dimanche soir, se mette lui-même maintenant à avoir comme ligne politique de descendre dans la rue avec la convergence des luttes? Et la France Insoumise plus la CGT, qui font une manifestation ensemble, c'est leur choix, moi je le respecte parfaitement. Ils ont un objectif politique commun maintenant, c'est affiché. C'est un tournant. C'est un tournant pour la CGT. C'est un tournant pour la CGT. C'est un aveu de faiblesse? En tout cas, c'est une manière de dire que la CGT s'engage maintenant dans une démarche politique. Et avec un choix qui est celui de la France Insoumise. Bon, ça, c'est le choix de la CGT. Mais sur le 26, il n'y a pas de raison que nous soyons derrière une invitation qui a été faite par qui? Par la France Insoumise. Justement, donc le 26 mai, on a bien compris votre position, mais pourquoi alors le Parti Socialiste a pris la décision de participer à la mobilisation des fonctionnaires le 22 mai pour le pouvoir d'achat, alors que vous avez gelé le point d'indice réclamé par les syndicats de fonctionnaires? C'est toujours facile de dire qu'on l'a gelé, mais vous oubliez qu'on l'a réévalué à la fin. À quel moment exactement? C'était en 2016. Eh oui, juste avant la présidentielle. 2 fois 0,6, 1,2.
le point d'indice qui a été remis en cause. D'ailleurs, la deuxième partie de l'augmentation a été remise en cause par le gouvernement. Donc le 26 mai, non, mais le 22 mai... Et je rappelle que dans tout le quinquennat, ce qui a été fait en particulier sur la fonction publique, ça a été une revalorisation de ce qu'on appelle les catégories C, c'est-à-dire la réduction de l'écart entre les salaires des catégories A, les plus hauts revenus, les plus hauts salaires, et ceux de la fonction publique de la catégorie C. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait sur la fonction publique. En plus, on a eu une stratégie qui a été d'avoir comme objectif une stabilisation à peu près du nombre de fonctionnaires. Ce qui a été quand même plus ou moins l'objectif, sauf que, entre-temps, il y a eu les attentats et qu'on a créé des postes dans la sécurité, et ça, on ne peut pas le regretter. Donc, on n'a pas du tout eu, pendant les 5 ans, la même politique qui est en train de se préparer. Et donc, là, sur ce sujet, il y a un appel à manifester qui est large, puisque toutes les organisations... 7 syndicats, donc là, c'est une manifestation qui est, j'allais dire, avec un appel unitaire. Pas de raison de dire qu'on n'est pas, sur cette question de la fonction publique, en capacité de répondre à l'appel unitaire de l'ensemble des syndicats de la fonction publique. Vendredi, nous recevions sur ce plateau Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Elle s'est expliquée sur l'opération pédagogie du gouvernement dont les ministres ont été envoyés la veille sur tout le territoire avant d'aborder ces dossiers à elle. L'objectif n'était pas de se faire connaître. L'objectif, c'est de... On a entendu sur les radios ce matin que les gens... De faire connaître la politique menée, ça c'est certain. Faire connaître les réformes et échanger en direct en fait avec les Français. On a besoin toujours de ces échanges de terrain, de ces retours de terrain, et donc on a voulu se déployer sur le territoire tous et avoir un public en face qui pose des questions et auxquelles on rend des comptes, parce que c'est normal de rendre des comptes en permanence devant la nation. On rend des comptes devant les élus, mais je crois que c'est important d'être au quotidien face aux citoyens. Donc on est en un gros scandale au SAMU de Strasbourg, 2 morts aux urgences à Tours après que ces gens soient restés sur des brancards, des informations judiciaires ouvertes à Saint-Étienne et à Cahors après des décès de patients qui avaient appelé le SAMU. Vous-même, vous allez aujourd'hui à Créteil au SAMU. Qu'avez-vous à dire au personnel? Qu'avez-vous à dire aux Français qui composent le 15? Alors d'abord... concernant le SAMU, c'est-à-dire les gens qui appellent le 15 pour une urgence, je tiens à les rassurer, il y a eu évidemment et il y a des appels qui sont maltraités, c'est normal. Le SAMU reçoit 25 millions d'appels par an. Et donc on peut imaginer que sur 25 millions d'appels, il y ait de temps en temps un traitement d'appels qui ne soit pas conforme. Ce qui compte pour moi, c'est de vérifier que ces événements n'existent plus et de remettre le SAMU face à ses responsabilités, c'est-à-dire d'avoir un contrôle qualité de ces appels et d'avoir une meilleure formation de ses agents. J'ai demandé à tous les urgentistes et au SAMU que j'ai convoqués lundi au ministère de me proposer un plan d'action qu'ils me rendront le 1er juillet, de façon à mettre tous les SAMU aux normes de qualité nécessaires. Après, il y a le problème des urgences, c'est-à-dire les gens qui vont spontanément aux urgences et qui attendent parce que les urgences sont engorgées. On sait cela et c'est lié à plusieurs problèmes. D'abord, une difficulté à trouver un médecin en ville, le fait que les urgences, c'est gratuit, qu'il n'y a pas d'avance à faire et qui donc facilite l'accès, et le fait qu'il y ait peu de lits d'aval ou des difficultés à trouver des lits d'aval, notamment pour les personnes âgées, avec trop de personnes âgées qui vont directement de l'EHPAD aux urgences. Tous ces problèmes sont parfaitement identifiés. Nous travaillons, et le président de la République va l'annoncer, à une transformation de notre système de santé qui vise à améliorer le lien entre le public et l'hôpital public et la médecine de ville, qui va travailler évidemment sur les urgences. Un député, Thomas Mesnier, m'a remis un rapport la semaine dernière sur les soins non programmés, comment on fait en sorte de trouver un médecin en ville quand on en a besoin. Voilà, tout ça est en train de Madame la ministre, en France, quand on a un problème, on fait le 15, on compose le 18, on compose le 112, il y a plein de numéros. Vous réfléchissez à la question du numéro unique, comme ça existe aux États-Unis par exemple. Quels sont les avantages et les inconvénients qu'on comprenne bien du numéro unique? Et les Français ont plutôt confiance dans les pompiers, hein, on le sait. Donc ils appelleraient plutôt les pompiers que le SAMU, vous le savez. Alors effectivement, les pompiers reçoivent énormément d'appels qui concernent la santé. Il y a un numéro, il y a une réflexion sur un numéro unique. Certains pays l'ont choisi. Donc on connaît aux États-Unis ce qu'on appelle le 911, le 911. Il y a dans certains pays d'Europe
d'Europe le 112. Et la question est de rassembler effectivement les numéros de grande urgence, police, pompiers et SAMU, dans un seul numéro d'urgence. L'avantage, c'est que les Français n'ont à mémoriser qu'un seul numéro. Ils ne se trompent pas, ils ont un problème vital, ils appellent. L'inconvénient, c'est qu'il faut ensuite faire un tri entre ce qui relève de la police, des pompiers ou du SAMU. Et on voit bien que le passage de l'information est une étape à risque. C'est un peu ce qui s'est passé au SAMU de Strasbourg, où Madame Naomi Musenga a d'abord appelé les pompiers ont prévenu le SAMU, et en passant l'appel, on dit à l'opératrice du SAMU, c'est une grippe, elle pense qu'elle va mourir. Et on voit bien que cette transmission de l'appel a pu créer une certaine orientation de l'appel, et donc le fait qu'il y ait plusieurs étapes après un numéro unique pour trier en fonction du type d'urgence peut créer des dysfonctionnements et peut ralentir le système. Donc, nous avons lancé une mission en janvier dernier avec Gérard Collomb pour faire des choix. Un rapport va nous être remis ce mois-ci et il y aura des décisions prises cet été. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.